Bonjour à tous, vous êtes très nombreux, ça nous fait très plaisir. Monsieur le Président de la communauté de communes et conseiller départemental, Monsieur le Directeur de la communauté de communes, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les maires, les élus d'autres communes, Monsieur Armand Gagnan, vice-président du SDE 24, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Mesdames et Messieurs les pompiers, avec les conseillers municipaux, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. D'abord, une bonne santé. Que 2025 soit faite d'épanouissements personnels, familiaux, professionnels, de moments de partage avec ceux que vous aimez, des petits riens qui donnent un petit peu de piquant à la vie. Et moi, je vais me permettre de rêver en ce mois de janvier pour nous, pour vous, pour le monde, que l'année serait sereine et que les mots paix, tolérance, bienveillance retrouveraient tout leur sens. Nous sommes conscients que le monde traverse des défis majeurs, environnementaux, sociaux, géopolitiques. Le département de Mayotte, dévasté par le cyclone Chido. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont encore quelques soucis alors que rien n'est fait encore. La guerre en Ukraine qui n'en finit pas. La dissolution de l'Assemblée nationale qui nous a mis beaucoup de bazar. Bon, on va penser sur Azra parce que Azora, ma foi, par rapport à tout ça, ça ne va pas si mal. Nous allons revenir sur l'année qui vient donc de s'écouler et je vais commencer par l'état civil. Nous aurons une pensée pour 5 personnes qui nous ont quittés en 2024 et 2 ce mois-ci, donc ça a été très rapide, 7 personnes. Nous pensons à elles et à leurs familles. Nous ne pouvons pas oublier non plus ce terrible accident qu'il y a eu dans notre commune et dans lequel monsieur et madame Vaujour sont décédés. Nous avons une pensée toute particulière pour eux et pour leurs familles. C'étaient des artisans connus et appréciés dans notre commune. De bonnes nouvelles quand même. Nous avons eu 2 naissances. C'est pas beaucoup, me direz-vous, mais c'est toujours 2. Et nous avons aussi de nouveaux habitants. Des habitants qui étaient déjà là, qui ont acheté un terrain au rival, ils sont dans la salle, ils vont se faire construire. On est heureux de les accueillir encore plus près de nous. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont installés dans notre commune. Ils trouveront tout ce qu'il leur faut. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux réalisations de 2024. En 2024, nous avons vu la fin de l'aménagement de la terrasse du multiple rural. Je crois que c'est une réussite, tant pour l'embellissement du bourg que quand même pour... je crois nos commerçants qui sont là sont contents, ça leur agrandit leur surface d'accueil. Nous avions eu un coût hors TVA, je vais arrondir, de 39 700 €. Nous avons eu des subventions du département, contrat de territoire, pour à peu près 8 800 €. De la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, pour 14 000 €. En fonds propres, environ 17 000 €. Je remercie les artisans qui y ont participé. ST Rénovation 24, Monsieur Thibar Sébastien de Tenon, Maignan Métallerie, Maignan Couverture et la Charpente Gardarin. Merci aux adjoints qui aussi ont mis la main à la pâte. Nous avons dans notre commune depuis cette année Solarus, c'est-à-dire un bureau d'études photovoltaïques qui s'est installé dans l'ancienne maison de monsieur et madame Chasseur, qui sont parents avec la famille Cléra, et qui emploie, je pense que c'est de mémoire 8 personnes. Donc c'est déjà bien. Nous avons fait aussi des travaux de voirie, toujours des travaux de voirie pour environ 63 000 €. Nous avons travaillé sur la route du Chose, des Genévriers, des Noyers, du Douim. Nous avons eu aussi un imprévu
suite à 2 éboulements, nous avons dû faire des enrochements sur la route du viaduc, la route qui va à Vayres. TCTP, M. Chartroul, 9 228 €. Nous avons fait aussi ce que doivent faire toutes les communes, puisque c'est obligatoire, l'archivage. L'archivage, on a découvert ça. C'est quand même quelque chose de très particulier. On a pris tout ce qu'il y avait dans la mairie, qui datait des années 1700 jusqu'à maintenant. 2 grandes tables dans la grande salle, et il y avait des documents jusqu'au plafond. C'était impressionnant. Donc, il y a une archiviste qui s'appelle Carole, qui est une archiviste itinérante du centre de gestion de la Dordogne, qui s'est attelée à ça. Elle a travaillé depuis le mois de novembre et elle finit lundi. Et c'est impressionnant parce que nous nous retrouvons avec des choses triées parfaitement, et elle en a jeté plus de la moitié qui est à jeter, qui ne sert à rien du tout et que nous gardions. Alors ce qui va se détruire, on ne le jette pas dans les containers jaunes, pas du tout. Ça va être détruit par une entreprise assermentée. Voilà. Donc maintenant, quand nous voudrons quelque chose, c'est classé parfaitement. Donc elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je remercie Carole. Nous avons aussi, cette année, changé le lave-vaisselle du multiple qui était tombé en panne. Et avec les associations, nous avons acheté une table bain-marie. Je ne savais pas trop, je vous avoue ce que c'était. C'est une table qui a des bacs et qui permet de garder chaud ce qui a été cuisiné à l'avance. Ce qui fait que ça rend tout à fait service à la cantine et aux personnes qui louent la salle. Dans le petit patrimoine, ils se sont associés avec nous. Le lavoir de Vayres a été rénové par la population et il a été mis en valeur. C'est vraiment magnifique. Et nous y avions passé une soirée très agréable autour. Nous sommes tous arrivés avec un petit quelque chose et nous avons partagé sous les parapluies un moment de convivialité. Nous pensons refaire une opération comme ça au printemps et nous voudrions aller de village en village pour justement créer ce moment de convivialité avec les habitants, un moment de partage et dans lequel nous rénoverions ce qui s'y trouve, ou des fontaines ou des lavoirs. Enfin, on a fait quand même, on a répertorié ce que nous devrions faire. Donc maintenant, je vais vous parler de ce début d'année 2025. On va donc se tourner vers l'avenir. Ce ne sera sans doute, je pense, pas simple. Nous sommes tout à fait conscients, nous les mairies, les maires et les conseillers, qu'il faut faire des économies. Mais nous pensons aussi, parce que nous avons sauté sur notre fauteuil, que les communes ne sont pas forcément responsables du tout le déficit de notre pays. Mais quand même, comme d'habitude, nous irons de l'avant dans la mesure du raisonnable et de nos possibilités. Projet 2025. Nous avons un projet un peu ambitieux. C'est le projet d'aménagement du bourg Nord. Ce bourg Nord n'a pas été rénové depuis, je ne vais pas dire des siècles, mais presque. Alors, le bourg Nord, c'est la rue Robert Lacoste qui part de la Chapelle, qui va jusqu'à l'ancienne gare, mais on s'arrêterait avant, et toutes les rues qui y sont perpendiculaires. La plus abîmée, c'est la rue du Charon, celle qui descend. Quand on passe dessus, si on a un bébé et qu'on est prêt à coucher, on fait ça. Et ça va. Voilà. Alors bien sûr, il y aura de la voirie à faire, mais aussi des trottoirs. Et sous ces routes, bien sûr, il y a des réseaux. Nous avons rencontré M. Jean Desmaisons, président du SMEAEP, syndicat mixte d'addiction en eau potable, Périgord-Est, pour évoquer les réseaux. Et sans surprise, les réseaux sont très vétustes, très anciens. Ils devront être remplacés, mais ce sera à la charge du syndicat. Nous avons aussi fait faire une étude par l'ATD, l'Agence départementale territoriale. À la communauté de communes, un service nous aide et nous guide pour trouver des subventions. Ça nous rend bien service. Merci beaucoup à la communauté de communes. Je vous cherchais. Alors on rappelle quand même que ce secteur est dans le périmètre de la Chapelle, donc il dépend des bâtiments de France.
et en plus, il est en zone inondable. Donc, on va essayer de faire au mieux pour que Monsieur Leleu des Bâtiments de France soit en accord avec nous et essayer de traiter ce problème d'inondation. C'est pas tous les jours, mais quand même. Nous ferons appel à un maître d'œuvre et nous devons faire un relevé topographique par un géomètre. Ce projet se fera en plusieurs tranches. Nous ferons bien sûr, parce que ça n'a rien à voir avec la voirie, nous continuerons à faire de la voirie. Comme tous les ans, la commission va faire le tour pour voir quelles sont les routes qui en ont le plus besoin. Nous allons changer les panneaux d'information qui sont dans les villages et ils sont vraiment en piteux état. Ils sont même voire cassés, plus de toit. Donc nous allons les remplacer. L'année dernière, on vous avait parlé aussi de faire un WC pour les personnes à mobilité réduite. Nous ne l'avons pas fait, mais ce sera fait cette année. Nous allons continuer à mettre des bâches à incendie, comme vous avez pu voir au puits, parce que c'est une obligation quand il y a des permis de construire. Nous avons des aides de la communauté de communes. Et nous avons aussi un souci auquel nous n'avions pas pensé, de carrelage autour de la piscine. C'est-à-dire que le carrelage se décolle par endroits, et donc quand nous circulons, et en particulier les enfants, mais on a utilisé beaucoup de mercurochrome, enfin c'est plus ça, et de pansement cette année. Nous allons faire venir un expert qui doit venir se déplacer dans la semaine, et nous nous appuierons sur la garantie décennale avec l'entreprise qui a posé le carrelage. Voilà, et on espère que ce sera réglé pour le mois de juin. Il y a aussi l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Alors je vais vous lire exactement ce que c'est. La commune est dans l'obligation de rédiger ce plan. Il sert à planifier les actions des acteurs communaux pour la gestion des risques en cas d'événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. C'est-à-dire qu'on répertorie tous les dangers qui sont possibles dans notre commune et on tient une liste à jour, on voit comment il faut faire, etc. C'est pas très rassurant, c'est un cas de catastrophe, mais ça peut être rassurant quand même si on sait ce qu'il faut faire. Donc je remercie Bruno Rouvre, conseiller municipal et pompier, qui a pris ce dossier en main. C'est un très gros travail, je le remercie. Il a aussi l'aide parfois de Patrick, qui connaît bien la commune. Je vais boire un petit peu. Je vous rassure, c'est tout. Alors, ça marche, oui. Bon. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui s'impliquent dans notre commune pour faire d'Azera une commune où il fait bon vivre. Je remercie l'équipe municipale pour son travail, son investissement. Son attachement à notre commune guide son action au service de tous. Merci aux adjoints pour l'aide des dossiers, chacun dans leurs compétences. On va dire que Bernard et Pierrot sont beaucoup sur le terrain et Pat est plus dans la communication et en ce moment, il est en train de finaliser le journal que vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres. Je remercie l'ensemble du personnel pour la qualité de leur travail, leur initiative, leur esprit d'équipe, la bonne entente avec le conseil municipal et aussi, je crois, le bon contact avec la population. Aussi bien avec le conseil municipal que le personnel, nous fonctionnons sur une confiance réciproque et je crois que c'est très important. Mais que serait Azera sans nos associations ? Merci à leurs présidents, aux membres de leur bureau, aux bénévoles. Ces manifestations rassemblent une grande partie de la population et ça resserre, comme tout le monde le sait, le lien social. Nous avons besoin de ce lien social et de ces moments de convivialité. Nous avons apprécié l'éclairage dans la commune. Je remercie ceux qui les ont installés et aussi le comité des fêtes qui a participé à un achat. Merci également aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs qui traversent une période difficile et à vous tous, habitants d'Azera. Merci à nos enseignants.
Pour information, en Dordogne, il y a 445 élèves en moins que l'année 2023. Nous faisons partie de ceux qui perdront 2-3 enfants à la rentrée. Nous aurons peut-être, selon les exigences, un problème d'effectifs. Nous allons être vigilants. Nous rencontrons avec M. Delojas, maire de Saint-Orse, M. l'inspecteur d'académie mardi. Et nous nous battrons pour, bien sûr, sauver notre école. Nous aurons toujours une école, mais nous risquerions d'avoir une suppression de classe à Azra. Saint-Orse garderait son école puisqu'il doit y avoir une école par commune. C'est le maire qui décide de fermer les écoles dans les communes. En général, on veut les garder. C'est pas moi qui décide quand il y a 2 classes. C'est l'effectif et l'inspection. Mais on va se battre et on va la garder. Un changement dans la bibliothèque. Je ne vais pas me délayer parce qu'on vous donnera plus de renseignements que ça à la bibliothèque, mais je vais quand même vous dire que la bibliothèque est devenue point lecture. Elle a changé de nom, c'est administratif. Mais le service ne change pas. Vous avez toujours l'emprunt de livres, la possibilité d'en commander. L'emprunt de livres est maintenant gratuit. C'était 7 € par famille et par an. Maintenant, c'est gratuit. Je remercie Martine Gallouin, Pépette Châteauret. Et cette année, Sybille Collin, qui est en relation avec la bibliothèque de la Bachellerie et la bibliothèque d'Azra. Donc, quand il y a des commandes de livres qui arrivent à la Bachellerie, elle se charge de les amener à Azra et elle participe au désherbage de la bibliothèque d'Azra, du point lecture. Alors, merci à toutes les 3. Et je veux aussi féliciter 2 jeunes, Mathéo et Chayane, engagés comme jeunes pompiers. C'est vraiment très bien. Ils ont fait aussi une formation de porte-drapeau, obtenu un diplôme. Ils peuvent être présents lors des différentes manifestations, disons plutôt commémorations, au monument aux morts et commencer à porter les drapeaux. Merci à eux. Je pense qu'on peut les applaudir. Pas encore. Pas encore. Bon, donc merci à eux, on peut les applaudir, ce qui est fait. Ensuite, je veux dire que M. Norbert a été porte-drapeau, M. Norbert Ladegaillerie a été porte-drapeau pendant 20 ans. Il a donc passé la main à Bruno Rouvre. Il y a aussi Manu Niguet qui est porte-drapeau et Bernard Allier aussi. Donc nous avons des personnes citoyennes dans notre commune. Ça me fait plaisir. Je vais remercier aussi Monsieur le Président de la communauté de communes. Merci aux conseillers départementaux, Francine Bourra et Dominique Bousquet, qui sont toujours à nos côtés, qui étaient, je vais dire peut-être, vous expliquerez la suite, à nos côtés pour les subventions. Au directeur de la communauté de communes et au personnel des différents services. Nous avons besoin de la communauté de communes pour des tas de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, pour chercher des subventions, pour les permis de construire, pour l'assainissement, enfin pour beaucoup de choses. Merci. Merci aux pompiers et aux gendarmes. Cette année, pour les accidents ou pour les vols, nous en avons eu particulièrement besoin et je les remercie. Ils étaient sur le terrain, ils sont venus et ils y sont encore. Alors d'autres ou certains trouveront qu'ils sont trop souvent là, pas moi, nous avons besoin d'eux. Je vais dire merci aussi à Alain pour la sono. Merci pour la décoration de la salle. Quand je suis arrivée ce matin, c'était joli, magnifique. Merci à ceux qui l'ont. Monsieur Tapaz qui a rénové, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, pourtant je l'ai écrit tout à l'heure, qui a réparé une centrale téléphonique. On peut le voir dans la grande salle de la mairie quand les archives seront complètement disparues. Nous avons à la mairie aussi une tombola au bénéfice des jeunes pompiers. C'est les pompiers qui nous ont déposé. Donc quand vous venez à mairie, si vous avez, je crois que c'est 2 € le billet, on peut vendre et acheter pour les jeunes pompiers un ticket de tombola. C'est pour les équiper. Alors, j'en étais dans les remerciements et donc c'est à peu près tout. Je voulais parler du Bel Âge. Je le remercie aussi à part puisque c'est pas une association, mais il y a eu un accueil formidable comme d'habitude le jour du repas que nous avons organisé pour eux. Nous pensons à nos personnes
Nous ne pouvons pas toujours aller les voir, mais il faut savoir qu'on s'occupe, on téléphone pour savoir s'ils ont quelqu'un qui vient les voir, s'ils ont trop chaud, trop froid. Et s'il y a un souci, les voisins ce serait bien de nous avertir. Merci. Alors je vais vous souhaiter à nouveau une bonne année à tous. Et je vais terminer par une citation de Jacques Brel qui avait dit « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Bon après-midi et bon partage de la galette. Merci Madame le maire, merci d'abord pour votre invitation. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, et mesdames et messieurs. Voilà, on est ravis donc de venir comme chaque année maintenant, et on espère longtemps en tant que conseillers départementaux. Hein. Voilà, mais je vais expliquer pourquoi vous avez fait cette réflexion, effectivement. Voilà, alors moi je vais simplement vous parler donc du département. Alors c'est ce que voulait dire Madame le maire, c'est que bon ben voilà, au département, moi j'ai pas des bonnes nouvelles à vous donner. Voilà, donc ça va pas très bien financièrement parlant. Comme beaucoup de départements, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a 12 départements en France qui sont sous tutelle. Alors nous, on n'en est pas là. Mais par contre, c'est pas mirobolant. Voilà. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, donc, comme toutes les collectivités, donc, nous avons de plus en plus de dépenses et de moins en moins de recettes. Mais c'est encore plus vrai pour le département dans la mesure où le département ne prélève plus l'impôt, vous le savez. Donc c'est compliqué pour avoir des recettes si effectivement, au moins l'avantage, c'est que vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'augmentation d'impôt. Par contre, il faut quand même assumer les fonctions qui lui sont dévolues. Donc par rapport à ça, donc l'État aussi se désengage de plus en plus, à savoir que normalement donc il y a des compétences obligatoires au département, vous le savez, je vous l'ai dit tous les ans, elles sont au nombre de 4. Et par rapport à ça, l'État donne des dotations pour aider effectivement à fonctionner. Et de plus en plus, notamment au niveau social, l'État ne remplit pas sa fonction et se désengage. Et donc par rapport à l'année dernière, il y a eu 50 millions d'euros en moins de dotations données par l'État. Voilà, par rapport à ce qu'ils auraient dû donner. Donc ça fait quand même un trou. Hein. Voilà. Donc au niveau donc des compétences, je vous l'ai dit, et des dépenses, d'abord, on va commencer par le poste qui fâche. Donc les dépenses, c'est essentiellement les dépenses d'aide sociale qui impactent le département à hauteur de 40% de son budget de fonctionnement, soit 287 millions. Et je vais vous donner deux exemples. Il y en a beaucoup, bien sûr, de dépenses d'aide sociale, mais je vais vous donner les deux postes les plus importants et, à mon sens, peut-être les plus significatifs aussi. Donc tout d'abord, c'est l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, donc pour les personnes âgées. Donc on est un département qui attire, le troisième département où il y a la population la plus âgée, et on en est ravis de pouvoir attirer toutes ces personnes-là qui nous aident. Vous l'avez dit aussi, Azra, il y a beaucoup d'associations, et c'est grâce à vous, parce que c'est souvent les personnes âgées aujourd'hui qui sont moteurs ou motrices dans les associations, et on a besoin d'elles. Par contre, effectivement, en vieillissant, comme tout le monde, des fois on a affaire à la maladie, malheureusement, et on a besoin d'aide. C'est ce qui se produit, et donc aujourd'hui on a 14 500 allocataires donc, sur le département, et ça va pour la première fois représenter un coût de 100 millions d'euros. Voilà, et ça c'est le premier poste sur 287. Et le deuxième qui est l'autre côté, par contre, et là c'est plus grave, je dirais, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc je vous en ai parlé déjà parce que bon, je crois que c'est vraiment important. Je vous ai dit, je crois l'année dernière, qu'il y avait 1400 enfants qui étaient sous tutelle au niveau du département. Et cette année c'est 1700. Voilà, donc 1700 enfants qui sont à la charge du département. Donc ça veut dire que ces enfants-là, il faut les nourrir, les loger, les héberger. Et cette année, au niveau de l'hébergement, il y a eu une augmentation d'à peu près 20% du coût de l'hébergement. Donc, ce qui fait qu'on atteint les 85 millions d'euros par rapport à cette aide sociale à l'enfance. Puis voilà, donc c'est vrai que c'est quand même important. Donc, c'est les deux, pour moi, les deux postes les plus significatifs au niveau des aides sociales. Bon, après, ça continue, l'aide à l'handicap, bien évidemment, le RSA, bien évidemment, et plein d'autres. Par rapport à ça aussi, donc les dépenses, il y a le SDIS, donc il y a des pompiers, donc le centre de secours, départemental de secours, une incendie.
certains départements aujourd'hui n'augmentent plus donc les budgets du SDIS. Nous encore, le département a augmenté pour cette année de 3%. Donc ce qui fait qu'on va atteindre 21 millions d'euros, mais c'est pas suffisant puisqu'ils ont beaucoup de matériel à acheter. Je sais qu'ils vont embaucher des pompiers professionnels également. Voilà, donc on en a besoin, mais c'est compliqué aujourd'hui effectivement de les aider beaucoup plus. Dans ce qu'on appelle les compétences obligatoires, il y a également les routes. Alors, le département a mis 35 millions d'euros sur les routes en 2024, donc 10 millions sur l'entretien et 25 sur les investissements. Et il y a également les collèges. Donc, nous avons 28 collèges en Dordogne et donc le département s'est lancé dans la rénovation énergétique des collèges, pas tous, mais bon, quelques-uns, et à hauteur de 4 300 000 euros. Voilà, c'est ce qu'on appelle les compétences obligatoires. Et après, il y a les compétences facultatives, il y en a plusieurs, mais il y en a une notamment qui intéresse tous les maires ici, c'est l'aide aux communes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc pour faire des investissements, c'est bien quand on est accompagné par l'État, et jusqu'à maintenant on était aussi accompagné par le département sur tous les projets. Sauf que sur ce mandat-là, parce que nous avions une enveloppe restreinte, nous avons été obligés de demander à chaque commune un seul projet pour l'ensemble du mandat. Et nous avons aidé un seul projet par commune. Voilà. 2025 sera une année blanche et on ne sait pas. Pour 2026-2028, Germinal Perrault a dit qu'il continuerait pour lui. Il voulait absolument continuer cette politique d'aide aux communes. Mais en aura-t-il les moyens? Je ne sais pas. Voilà. Donc, dans ce qui n'est pas non plus compétence obligatoire, le département a choisi aussi d'investir dans la fibre. Puisque vous savez que aujourd'hui, pour attirer les entreprises, pour attirer les touristes aussi, c'est important d'être fibré. Donc il y a eu 10 millions qui ont été mis sur 2024. Il y aura 7,5 millions qui seront mis sur 2025. Au total, le département, quand il sera complètement fibré, ça concernera 225 000 prises. Aujourd'hui, on en est à 110 000. Voilà, donc il y a encore un peu de marge. Et quand la totalité du département aura été fibré, ça représenterait un coût de 60 millions d'euros. Voilà, mais je pense que c'est nécessaire pour notre département. Voilà, la situation financière, je vous l'ai dit, elle n'est pas bonne. Donc, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement brut, c'est-à-dire recettes moins dépenses, a diminué de 10 millions cette année. Et la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire recettes moins dépenses, moins emprunts, pour la première fois depuis l'existence du département, est négative, à hauteur de 3,6 millions. Voilà, donc ça veut dire qu'on vit au-dessus de nos moyens et qu'on dépense plus qu'on encaisse. Pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire globalement en termes de chiffres, et je ne pourrais pas terminer mes propos sans vous parler et vous faire un résumé très rapide de Benac. Alors Benac, on entend tout et on ne sait plus où on en est. Donc je vais essayer de très rapidement, en 3 ou 4 dates, vous expliquer. Donc vous savez qu'en 2018, la préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, avant de partir, a autorisé la construction pour la fameuse déviation de Benac. Donc, à partir de là, les piles ont émergé avec les quelques routes qui étaient à côté. Le tout pour un montant de 26 millions d'euros qui ont été construits à ce jour. Sur ce, il y a des associations d'opposants qui se sont donc opposées pour des raisons diverses et variées, essentiellement pour des problèmes environnementaux dans ce qui les concerne. Et ensuite, il y a eu des recours qui ont été faits par rapport aux recours qui n'auraient pas été respectés. Donc, cette décision de justice court encore. Il n'y a pas eu, si ce n'est que on a été obligé, donc la justice a quand même tout de suite ordonné donc la démolition. Parce qu'effectivement, on a été jugé qu'il y avait eu des recours et choses qui n'avaient pas été a priori correctement respectées. Donc, à partir de là, on nous a demandé de bien vouloir démolir. Donc, démolir un ouvrage que vous venez de construire pour 26 millions d'euros, c'est compliqué. Donc, le département a choisi de ne pas démolir. Par contre, on a été condamné à verser donc ce qu'on appelle des astreintes. Donc, ces astreintes, elles ont été dans un premier temps de 3 000 euros par jour. Donc, ce qui fait qu'en 2023, nous avons dû payer 489 000 euros. Et ces 489 000 euros ont été répartis équitablement entre les 3 associations d'opposants. Sur ce, on n'a toujours pas démoli,
Parce que, effectivement, Germinal Perrault a pensé que il faudrait repenser le projet et a plutôt pensé à un aménagement global du secteur. Et donc, il a proposé la boucle multimodale. Alors, la boucle multimodale, c'est quoi? C'est une boucle, comme son nom l'indique, qui part donc de Bénac, qui passe par Ferrac, la gare de Ferrac, le château de Ferrac, qui passe par les Milandes, qui passe par Castelnau et qui revient sur Bénac. Et tout ça, donc, l'idée, c'était que c'est le triangle d'or, c'est là où il y a le plus de touristes qui sont concentrés là l'été, à peu près 800 000 touristes par an. La Dordogne en accueille 3 millions. Il a souhaité effectivement faire des aménagements avec notamment des voies douces, des pistes cyclables, des navettes électriques. Voilà, tout ça pour le confort et pour répondre à des problématiques environnementales. Cependant, ce nouveau projet, qui reprendrait les piles existantes, coûtera 51,2 millions d'euros. Ce projet a été alors avant, il faut que je vous dise qu'on a quand même été, j'étais un peu trop vite, on a été en avril 2024, on a été encore condamné comme on n'avait pas démoli et qu'il y avait ce nouveau projet, on a été condamné à verser 1 433 000 euros d'astreinte, 933 000 à l'État et les 500 000 sur les 3 associations d'opposants. Donc on en est à 2 millions à peu près. Voilà. Donc sur ce, Germinal, le département a proposé ces nouveaux aménagements que je vous ai dit. Et là, le 5 novembre dernier, avant de partir encore, le préfet, Jean-Sébastien Lamortagne, a donné l'autorisation de l'État pour lancer ce nouveau projet. Voilà. Alors aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'accord de l'État pour lancer ce nouveau projet à 51,2 millions d'euros, mais qui reprend les piles. Et de l'autre côté, vous avez toujours la décision qui court au niveau de la justice, et on ne sait pas quelle décision sera rendue, qui peut, dans le pire des cas, nous obliger à démolir. Donc il faudra démolir pour reconstruire. Voilà. Donc on tombe un petit peu dans l'absurdité là, tout ça avec des finances publiques, donc c'est pas évident. Voilà, alors je vous dis simplement peut-être suite au prochain épisode, et j'espère le plus court possible puisque les astreintes elles continuent quand même à courir aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire et vous expliquer au niveau du département. Donc il me reste à vous faire 2 invitations, donc je crois que vous avez reçu des cartons à l'entrée et je remercie la direction de la Comcom de l'avoir fait pour nous. D'abord pour la communauté de communes, et je parle au nom du président parce qu'il l'oublie souvent, donc comme je fais les deux, je fais celle de la Comcom. Le 23 janvier à Terrasson, donc là c'est la communauté de communes avec votre argent, les deniers publics. Et le 30 janvier, ça sera les vœux des conseillers départementaux, donc Dominique Bousquet et moi-même, comme on fait maintenant depuis 10 ans, où ça sera un moment d'échange et de convivialité. Ça sera au Lardin et ça sera avec nos deniers personnels. Et on sera ravis de vous y accueillir. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année. La santé, le bonheur, la joie, malgré ce que je viens de vous dire. Mais bon, on est résilient, on va y arriver et je vous dis à l'année prochaine. Merci pour votre écoute. Donc, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames les représentants et Messieurs de la gendarmerie, des pompiers, Mesdames et Messieurs les responsables des associations, la presse, je vois au moins Alain Rasta en train de nous filmer, il y a aussi... Sud-Ouest, oui, tout à fait. Voilà. Puis en général, toute la presse nous suit pendant ces vœux. Alors pour nous, c'est long, hein, ça a commencé et ça se terminera le 30. Hier, il y en avait 7 dans la journée. On a beaucoup mangé, beaucoup bu, Madame la responsable de la gendarmerie. Voilà, mais bon. Voilà, donc merci à vous tous de couvrir ces moments de convivialité qui sont aussi les moments d'information. Donc la mairie vous a indiqué ces projets, il y en a toujours beaucoup dans nos milieux ruraux, hein, on continue à se battre quels que soient les moyens et bon, notre territoire en vie.
la communauté de communes elle cherche à vous accompagner et essentiellement dans 3 domaines. Le domaine de l'économie, le domaine des services à la population et le domaine des aides aux communes. Alors l'économie, un des éléments des actions, c'est créer des zones d'activité. Donc il y en a un sur Terrasson, il y en a un sur Tenon, il y en a aussi ici sur Azra, la zone de Guillassou. Donc toutes ces zones, on essaye de les on essaye de les développer et d'y installer des entreprises dessus. C'est pas toujours facile, puisqu'il y a beaucoup de normes. Est devenu une contre sur tous les terrains, donc il faut que les fouilles soient faites et quand on trouve des choses, des fois les terrains sont gelés, on ne peut plus rien faire. Monsieur le maire de Tenon, c'est le cas en ce moment sur la zone de Margerie. Et la baisse, Mademoiselle Dessert voulait investir 16 millions et on est en attente des fouilles préventives. Alors s'il n'y a rien, c'est bon. Si on trouve quelque chose, après il faut faire des fouilles encore plus approfondies. Et vu le coût des fouilles, en général, les dossiers s'arrêtent là. Francine Bourrin est la vice-présidente. On a un fonds économique où on aide les commerçants et les artisans, quelle que soit leur taille dans les communes. C'est 20 millions, 200 000 euros par an que l'on met sur notre territoire. L'État, ça a été dit, se désengage. On en a la preuve un peu tous les jours, même dans l'économie, puisqu'on était en ZRR, zone de revitalisation rurale. Et maintenant, on peut continuer, ça s'appelle plus ZRR, ça s'appelle FRR, et on peut garder les mêmes exonérations de CFE et d'impôt sur le revenu, mais la seule différence, si on opte pour ce dispositif et leur pérennité sur notre territoire, c'est que c'est plus compensé par l'État. Donc là, c'est 80 000 euros que la communauté mettra pour continuer à avoir ces aides qui étaient très intéressantes et qui permettaient aux gens de s'installer chez nous. Voilà, donc l'économie, c'est un premier élément. Après, il y a les services à la population. Donc les services, on a France Service qui donne satisfaction un peu à tout le monde. Il y a 3 France Service fixes, Terrasson, Hautefort, Tenon. Tenon a été le premier, Jean-Luc, qu'on a créé. À l'époque, on n'en parlait pas encore. Et puis, donc, on a été un des premiers agréés puisqu'on avait été assez innovateur sur ces services à la population. Et après, on est le seul en Dordogne à avoir un France Service itinérant qui permet par un camping-car où il y a 2 agents de la communauté de communes qui se promènent dans l'ensemble des communes du territoire pour répondre aux questions et aux différentes difficultés administratives, puisque aujourd'hui tout est dématérialisé. Même nous qui savons un peu comment ça fonctionne, on n'arrive pas toujours à se débrouiller. Donc on a besoin de tout le monde pour nos agents pour essayer de faciliter la vie des uns et des autres. Où on a un service habitat. Donc lorsque vous avez des rénovations chez vous, lorsque vous voulez faire des économies d'énergie, on étudie vos dossiers, on regarde ce qui est possible et on ajoute des aides de la communauté de communes aux aides de l'ANA en fonction des critères d'éligibilité. Alors, on ne peut pas tout, c'est souvent ça s'adresse aux propriétaires modestes et très modestes. C'est pas tout le monde qui est aidé, mais par contre on accompagne tout le monde. Et s'il y a des investisseurs, on a des propriétaires bailleurs, là il n'y a pas de niveau de revenu, on aide tout le monde quand ils développent des constructions, des réhabilitations et qui augmentent le nombre de logements sur notre territoire. On a la fibre optique, tu en as parlé, c'est quand même 170 000 euros par an. Et la communauté de communes. Alors tout n'est pas parfait. Globalement, d'ici peu, tout le monde sera desservi, mais il y a des endroits, des fois, où ça coince. Il y a quelques poteaux, monsieur le vice-président du SDE, qui, contrairement à ce que vous souhaitez, vous êtes pour rien, mais qui restent, et uniquement.
les effacements de réseau, enfin il y a un certain nombre de choses qui vont pas, donc d'ici peu on fera une réunion avec Jean-Philippe Sotoni, directeur de Périgord Numérique, et on lui exposera les petits problèmes qui se posent sur notre territoire. Il y a aussi d'autres... Bien entendu, les aides à domicile. Alors ici, on est à la croisée de deux services. La DMR de Thonon, qui existe depuis longtemps et qui est assez indépendante, et puis notre SIAST, qui, lui, gère l'ensemble du territoire en aide à domicile. Là, il y a une réforme qui va arriver, c'est les SAD, le service qui va donc regrouper les soins infirmiers à domicile. La partie de Haute-Fort, c'était Exileuil qui le faisait. Il y a une partie, c'était la SAD de Cubjac, et après c'était sous forme de SPASAD que le Terrassonnais faisait Terrasson et Montignac. Donc tout ça va être regroupé en guichet unique, et là le service, rien que pour le SIAS, c'est 500 000 € par an. On a donc des véhicules qu'on a mis à disposition parce que elles sont très importantes pour rendre le service et garder nos personnes âgées au-delà de l'APA, et c'est l'APA qui en partie le finance. Mais malgré tout, nous, on rajoute 500 000 € par an à ce service. Voilà, donc on va lancer cette année, on a déjà débuté l'aide à la mobilité. Donc j'ai entendu ce matin sur France Bleu la publicité d'Atchoum, qui est le covoiturage solidaire. Donc c'est aussi un service qu'on rend. On va mettre aussi les voitures en autopartage. On va commencer par deux. Une voiture sur Thonon, une voiture sur Terrasson. Donc des gens qui n'ont pas de véhicule pourront prendre rendez-vous à la Comcom, et on pourra leur mettre, moyennant bien sûr un certain financement, à disposition des véhicules. On a les mobilités douces, où on essaye, alors on a la Flow Vélo qui a un double intérêt, et touristique et économique sur ce territoire, qui vient de l'île d'Aix jusqu'au Lardin, et maintenant on va aller jusqu'à Sarlat. Il y a la Vézère à vélo qui traverse, qui vient de la Vézère, comme on le dit, de la vallée de l'Homme, et qui ira jusqu'à Brive, et on va essayer de mettre des boucles autour pour favoriser les itinérances douces, et on a mis un peu d'argent sur les chemins qui permettent de faire du vélo. Alors hier, je parle pas d'assainissement, ouais, c'est vrai. Ça me paraît tellement naturel, et ça se voit pas. Mais le vice-président à l'assainissement m'a fait remarquer que ça coûtait quand même pas mal d'argent, puisque si je parle que d'une seule commune et qui est pas là, donc je peux en profiter, c'est la ville de Terrasson. On a mis 5,5 millions sur la station des qui permet d'assainir tout le secteur de Terrasson, même de Cublac, qui est branché dessus. Alors la station, oui, c'est Cublac, Terrasson. Et il y a tous les réseaux, et donc les services de la communauté de communes. C'est sur 5 ans, 6 millions de travaux de plus. Alors après, la première commune qui a été faite, Madame le maire de Fosmagne, c'est vous. Vous nous avez coûté 1,5 million, il n'y a pas que Terrasson qui coûte un peu d'argent, mais c'est le premier. Et puis il y a plein de communes où il faut qu'on refasse les réseaux. Au Lardin, la station on y a touché un peu. Pérignac, Pérignac, elle est faite ou elle va être faite? Oui, la station n'est pas faite encore. Elle va être faite. Voilà. Il y a Pérignac où la station sera faite. Enfin, c'est des gros budgets. Et autant je dis qu'au niveau de la communauté de communes, grâce au directeur financier là, qui me contrôle de façon rigoureuse et qui m'empêche de faire des bêtises financières, où on a un fonds de réserve qui est non négligeable, et je vous en parlerai 2 mots là-dessus. Au niveau de l'assainissement, on a hérité d'une situation où il y a beaucoup de travaux chez les uns et chez les autres, et puis on a été gentil avec les communes, puisqu'on leur a repris les emprunts et on leur a laissé l'argent qu'ils avaient en réserve. Voilà. Mais c'était notre façon d'aider les communes, et c'est le 3e volet, c'est l'aide aux communes, où on a donc de l'ingénierie, où on peut accompagner les communes dans leur demande de subvention. On a les bâches, la défense incendie, où à la fois le schéma départemental, c'est partagé entre les pompiers et nous.
fonction du nombre d'habitants, entre 50% pour les plus petites. Et on est en train de réfléchir à un fonds. Alors, comme le département a de moins en moins d'argent, ça a été dit, et qu'il aide plus qu'un dossier par commune tous les 3 ans en principe, on va voir si on peut accompagner un dossier par mandat sur les communes, sur leurs investissements. Et la vie associative et culturelle, dans les mesures prises par le département que tu n'as pas dit, mais c'est pas... la presse le reprend systématiquement maintenant, et comme on dit des fois un peu les mêmes choses, dans les mesures prises par le département sous sa contrainte budgétaire et financière, il y a une baisse des aides à la... Des fois plus, il y a du personnel qui ne sera pas remplacé au département, 40 emplois par an pendant 5 ans. Et voilà, et puis un certain nombre de grands investissements qui seront reportés. Donc, comme le département fait un peu moins, nous, on va essayer, tant qu'on a un peu d'argent, d'en faire un peu plus et à vous accompagner. Voilà, et puis bon, et tout ça se passe dans un climat amical, où chacun... Alors après, il y a la désertification médicale. Oui, je peux en parler de ça aussi, mais il ne faut pas que je sois trop long, on me dit, parce qu'on fait tellement de choses que je pourrais ne pas arrêter. Mais la désertification médale, c'est pas négligeable. Bon, Faussemagne, on l'a aidé à agrandir sa maison de santé, un peu, sur l'État. C'était la dernière fois où tu as été aidé, toi. C'est l'État, le dernier argent qu'il a mis, c'était à Faussemagne. Après nous, le département, dans les contrats de projets communaux, on en a mis. On a la maison de santé d'Hautefort, qui nous coûte un peu d'argent, mais qui aujourd'hui donne satisfaction, où il y a 2 médecins. Là, ce qu'on cherche, c'est des dentistes qui nous manquent, mais on est en train de travailler sur le dossier dentiste. Alors, je ne sais pas, on a une piste pour ramener des dentistes dans le coin. Et puis après, c'est pas de la communauté de communes, mais c'est de la mairie du Lardin. Il y a aussi un centre communal de santé au Lardin où il y a pas mal de professions. Il y a la bachellerie, pour ceux qui étaient hier, qui aussi développe beaucoup sa maison de santé de la bachellerie. Donc c'est les services aussi à la population où on nous demande d'agir un peu dans tous les domaines. Et je termine avec l'urbanisme. Donc à l'urbanisme, il y a M. Malo qui est au fond de la salle, qui peut rien, mais tout ce qui va pas, c'est lui qu'il faut voir. Et quand ça va bien, pour remercier la communauté de communes, c'est moi que vous venez voir. Mais quand ça va pas, vous voyez M. Malo, même s'il n'y est pas toujours pour grand chose, puisqu'il y a des lois qui s'imposent à lui, c'est le fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, ce qui veut dire que ce qui a été consommé, imperméabilisé entre 2010 et 2020, c'est comptabilisé, et on n'est pas d'accord avec l'État. Au départ, on était à 500 hectares. En ayant fait un effort considérable, on est à 370. Et il faudrait en consommer entre 2020 et 2031 que la moitié, c'est-à-dire 170 hectares si on est sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et rien que les zones d'activité qu'on doit créer sur Terrasson, sur Tenon, sur ici, ça nous a déjà presque tout bouffé. Alors on est plein de paradoxes, puisqu'ici on n'est pas loin du Lardin. Quand il y a eu le traumatisme des licenciements aux papeteries, l'État nous a accompagnés avec des financements. C'est le rebond industriel où ils nous ont donné 2 millions l'État et 1 million de la région, 1,5 million. Le groupe Lecta a mis 1,5 million. Donc il y a eu un peu d'argent qui a bénéficié pour développer des entreprises et pour en installer. Mais il y a EY, Ernst & Young, bureau d'études, qui a travaillé là-dessus pour qu'on essaye de lancer des projets nouveaux. Et maintenant, quand on a les projets nouveaux, qu'on demande des terrains à viabiliser, même quand on les a achetés, on nous dit il ne faut plus imperméabiliser, continuer. Donc on est en plein paradoxe souvent dans ces domaines-là. Alors c'est pour le domaine économique et c'est aussi pour vous, puisqu'il y a des gens qui ont des terrains constructibles. Si on en diminue la moitié, on viendra vous voir, ou M. Malo, j'enverrai, là, c'est pas moi, pour vous expliquer que dans l'héritage que vous avez fait, les partages, les terrains que vous avez hérités qui étaient constructibles, il y en a la moitié qui risque de plus l'être. Alors on est
de se battre pour vous et pour nous, parce que le développement du territoire passe par des nouveaux habitants, passe par la rénovation des logements qu'on finance, mais il faut en arrive des nouveaux. Et par contre, on a des contraintes et des mesures fortes qui fait que pour protéger la planète, ce qu'on comprend, on voit bien les incendies aux États-Unis, on voit bien les désordres climatiques, mais bon, à Bordeaux, ils n'arrêtent pas de s'agrandir, de construire des collèges, et nous, on a du mal, on perd 500 gamins, un peu plus par an dans les écoles. Alors si demain il n'y a plus d'école, plus de services à la population, même si on essaye de compenser les désengagements de l'État, eh ben, nos territoires souffriront. Donc il faut trouver un équilibre entre la protection de la nature et quand même pouvoir installer des gens et des entreprises, sinon on crèvera. Voilà, mais comme on ne veut pas crever, on veut santé. Je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite de réussir vos projets à titre personnel et puis nous, avec les mairies, on essaiera de se battre pour continuer à se développer. Bonne année à tous. Maintenant, nous allons partager la galette.